Imaginez la mort qu'on vous a appris à vous représenter. Un homme seul dans les hautes terres, la neige qui tombe, un grizzly qui surgit des pins, ou une rivière blanche de glace, ou un feu qui finit par s'éteindre pour de bon. C'est comme ça qu'on se souvient des hommes de la montagne. C'est comme ça que les films se terminent, et c'est comme ça que la légende veut qu'ils disparaissent. Mais si vous vous asseyez avec les archives, avec les lettres, les registres et les tombes, quelque chose d'étrange se produit. Les montagnes reviennent toujours vides. Les hommes qui ont piégé l'ouest des montagnes rocheuses, ceux dont on connaît encore les noms, n'y sont presque jamais morts. Ils sont morts dans des lits, dans des fermes, dans des forts militaires, des magasins généraux et des vergers de l'Oregon, de vieillesse, de maladie et des défaillances silencieuses du corps. La nature sauvage qui était censée les tuer les a le plus souvent laissés repartir. Alors où vivait vraiment le danger? Et pourquoi s'en souvient-on exactement au mauvais endroit? Commençons par l'image elle-même, parce qu'elle est belle. Pour la plupart d'entre nous, l'homme de la montagne arrive à travers une poignée de films et un certain type de peinture. Une silhouette solitaire en peau de dème et barbe, un long fusil en travers de la selle, la chaîne des Titones se dressant, bleu, derrière lui, Robert Redford dans Jeremiah Johnson, disparaissant dans la neige. Leonardo DiCaprio dans The Revenant, se traînant sur le sol gelé avec les marques de griffes d'un ours dans le dos. L'image est celle d'un homme qui a choisi le sauvage plutôt que la ville, qui a troqué le confort contre la liberté et qui comprenait que le prix de cette liberté serait probablement une fin précoce et violente quelque part où personne ne le retrouverait jamais. C'est une belle idée. C'est aussi, dans l'ensemble, faux. Non pas parce que ces hommes n'étaient pas durs, et non pas parce que le pays n'était pas mortel, il l'était. Mais l'histoire que nous racontons place le danger dans la mauvaise scène, au mauvais moment, tués par les mauvaises choses. Pour voir ce qui leur est vraiment arrivé, il faut commencer là où ils ont commencé et les suivre jusqu'au bout. Et la plupart du temps, la fin n'est nulle part près des montagnes. L'ère elle-même a été courte. Le commerce des fourrures des montagnes rocheuses a connu ses années sauvages d'environ 1807 au début des années 1840. À peine une génération. Et il existait pour une seule raison. La raison, c'était un chapeau. À l'est et de l'autre côté de l'Atlantique, à Londres et à Paris, les hommes élégants voulaient de grands chapeaux de feutre. Et le meilleur feutre venait de la fourrure de castor. Ainsi, une peau de castor tirée d'un ruisseau froid dans ce qui est aujourd'hui le Wyoming ou le Montana pouvait valoir de l'argent réel une fois arrivé dans un atelier à des milliers de kilomètres de là. En 1822, un homme d'affaires de Saint-Louis, nommé William Ashley, publia une annonce demandant de jeunes hommes entreprenants pour remonter le Missouri et piéger le castor pendant une saison ou deux. Des centaines répondirent, des fils de fermiers, d'anciens soldats, des bateliers canadiens-français, des esclaves affranchis ou en fuite, des vagabonds qui n'avaient rien à perdre. Parmi eux se trouvaient des noms qui allaient survivre à tous ceux qui s'étaient jamais moqués d'eux. Jim Bridger, Jedediah Smith, E.U. Glass. Et voici la première chose que les films se trompent. Ces hommes étaient rarement seuls. Ils voyageaient en brigade, parfois 40 ou 60 hommes, avec des chasseurs, des gardiens de camp et des bêtes de somme étalées le long de la piste. Une fois par an, ils se rassemblaient au rendez-vous, un bruyant et chaotique marché d'été dans une vallée de montagne où toute une année de peau était échangée contre de la poudre, du café, du whisky et des ragots. Le trappeur solitaire existait, mais il était l'exception, pas la règle. La nature sauvage dans laquelle il travaillait était bondée. Bondée de rivaux, de compagnies de fourrures concurrentes, et surtout des nations autochtones qui vivaient dans ce pays depuis des siècles et qui regardaient ces nouveaux venus arriver avec une compréhension très claire de ce qu'ils voulaient. Donc le pays était dangereux. La question est « comment ?» Et sur cette question, nous avons quelque chose de mieux que la légende. Un historien nommé James Hannon a épluché les archives des années de la traite des fourrures et a constitué un tableau des morts de trappeurs documentés entre 1800 et 1840. Il en a trouvé un peu plus de 314 morts, chacune avec une cause attachée. Et quand vous lisez cette colonne, le mythe commence à se défaire entre vos mains. Les grizzlies, l'animal au centre de presque chaque histoire d'homme de la montagne jamais racontée, en compte 6.
6 morts en 40 ans d'archives. La noyade en prend une petite poignée. Le gel, une autre petite poignée. Les accidents de toutes sortes ordinaires, les chutes, les ratés de fusil et la simple malchance d'une vie dure arrivent à environ 2 douzaines. La cause écrasante, et de loin c'étaient les autres êtres humains. Les conflits avec les nations autochtones représentent la grande majorité de ces morts enregistrées. Et dans ce nombre, un peuple revient encore et encore. Les Blakefights, qui avaient toutes les raisons de résister aux hommes qui vidaient leurs rivières et armaient leurs ennemis. Pour les trappeurs, les Blakefights sont devenus presque une force de la nature en eux-mêmes. En vérité, ils étaient tout autre chose. Une nation défendant son propre territoire contre l'invasion. Il y a ici une réserve honnête, et cette chaîne préfère vous la donner plutôt que la cacher. Ce tableau compte les morts qui ont été consignés pendant l'époque, et surtout les plus dramatiques. Ce n'est pas un recensement de tous ceux qui ont un jour posé un piège. La plupart des hommes qui ont remonté la rivière en sont redescendus vivants. Mais même pris uniquement comme un registre du pire qui est arrivé, regardez ce qu'il nous dit. La nature sauvage elle-même, les ours, le froid et la famine qui remplissent chaque récit, a tué très peu de monde. Le danger était humain, et il se concentrait dans une courte fenêtre violente dans laquelle presque aucun des noms célèbres n'est réellement mort. Prenons l'histoire de survie la plus célèbre que toute cette époque ait produite. En 1823, un trappeur nommé Hugh Glass éclairait la route en avant de sa brigade le long de la rivière Grande quand il a surpris une femelle grizzly et ses petits. L'ours l'a ouvert en deux. Ses compagnons étaient certains qu'il allait mourir, et 2 d'entre eux sont restés en arrière pour l'enterrer, puis ont perdu courage, ont pris son fusil et son couteau et l'ont laissé dans une tombe peu profonde qui n'en était pas encore une. Glass s'est réveillé seul, avec une jambe cassée et le dos ouvert jusqu'aux côtes. Et puis il a fait la chose qui l'a rendu immortel. Il s'est remis la jambe en place, il a laissé les asticots nettoyer la pourriture de ses plaies, et il a rampé et s'est traîné sur quelque chose comme 300 kilomètres à travers un pays ouvert jusqu'au fort le plus proche sur le Missouri. C'est l'une des grandes histoires de l'Ouest américain, et c'est l'histoire sur laquelle The Revenant est construit. Mais voici la partie que le film laisse pour le générique. L'ours n'a pas tué Hugh Glass. Il a vécu encore 10 ans. Il est retourné directement au piégeage, dans le même pays, à ses propres conditions. Et pendant l'hiver de 1833, alors qu'il transportait des dépêches à travers la rivière Yellowstone gelée avec 2 autres hommes, il est tombé dans une embuscade et a été tué par un groupe de guerriers Arikaras. L'animal qui lui avait donné sa légende l'avait laissé en vie. Ce qu'il a réellement achevé, c'est une traversée de rivière et un fusil, 10 ans plus tard, lors d'une course ordinaire. Même notre mort d'homme de la montagne la plus célèbre n'est pas celle que vous croyez. Et c'est le schéma qui commence à se répéter dès qu'on le cherche. Le danger que la légende promet tend à arriver au mauvais moment, ou sous la mauvaise forme, ou simplement pas du tout. Parce que quelque chose s'est passé au début des années 1840 que les films ne mentionnent presque jamais. Le commerce s'est tout simplement arrêté. 2 choses l'ont tué. Le castor avait été chassé si intensément, si longtemps, que les ruisseaux en manquaient. Et dans les villes, la mode est passée à autre chose. La soie était devenue à la mode pour les chapeaux, et presque du jour au lendemain, le feutre de castor qui avait alimenté toute l'entreprise ne valait plus qu'une fraction de ce qu'il avait valu. Les derniers grands rassemblements du rendez-vous se sont dispersés au début des années 1840, et les hommes qui avaient bâti toute leur vie autour d'un seul savoir-faire rare ont levé les yeux pour découvrir que le monde n'en avait plus aucun usage. Alors imaginez, vous avez 35 ans, peut être 40. Vous avez passé 20 ans à apprendre à lire une rivière, une piste, un changement de temps, l'humeur d'un partenaire commercial. Vous pouvez survivre dans des conditions qui tueraient presque n'importe qui, et le marché pour tout cela a disparu. Vous n'allez pas mourir dramatiquement dans la neige, finalement. Vous allez devoir trouver ce qui vient après. Et ce qui est venu après, pour la plupart d'entre eux, est la chose la moins cinématographique qu'on puisse imaginer. Ils ont trouvé des emplois, et ils ont vieilli. Si vous trouvez que ce genre d'histoire mérite qu'on ralentisse, la version soigneuse plutôt que la version bruyante, vous pourriez envisager de vous abonner. Cette chaîne passe son temps exactement dans ces interstices,
dans l'espace silencieux entre la légende et les archives. Maintenant, suivons les hommes de la montagne dans leurs années ordinaires. La chose la plus étrange chez eux, c'est que leurs morts sont tellement plus silencieuses que leur vie. Commençons par le tout premier d'entre eux. Avant même qu'il y ait un commerce de fourrure, il y avait John Colter. Il était parti vers l'ouest avec Lewis et Clark, et quand l'expédition a fait demi-tour vers la maison, il a demandé à rester dans les montagnes, ce qui vous dit l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur cet homme. Pendant l'hiver de 1807, il a marché des centaines de kilomètres seul à travers ce qui est aujourd'hui le Wyoming et est devenu le premier homme blanc à voir les geysers et les sources bouillantes du pays de Yellowstone. Un endroit si étrange que quand il a essayé de le décrire, personne ne l'a cru, on a ri et on a appelé ça l'enfer de Colter. Puis est venue la course. Capturé par les Blakefights, déshabillé et mi-nu, avec une courte avance sur une plaine de roches coupantes et de cactus épineux, Colter a reçu l'ordre de courir pour sa vie pendant que des guerriers armés le poursuivaient. Il a couru jusqu'à ce que le sang lui coule du nez. Il a tué un poursuivant qu'il avait rattrapé. Il s'est caché sous un radeau de bois flotté dans une rivière glacée pendant que ses chasseurs fouillaient les berges juste au-dessus de sa tête, et ensuite il a marché nu et couvert de blessures pendant 11 jours pour regagner un endroit sûr. Voilà un homme que la nature sauvage a essayé très fort de tuer. Elle a échoué. Colter a quitté les montagnes peu après, s'est marié, a acheté une petite ferme dans le Missouri, et en 1812 ou 1813, encore dans la trentaine, il est mort paisiblement de jaunisse. Le tout premier homme de la montagne, celui qui avait distancé un groupe de guerriers Blakefights pieds nus, a été tué par son propre foie, chez lui, dans son propre lit. Puis il y a Jim Bridger, qui a autant de droits que quiconque au titre du plus grand d'entre tous. Il a rejoint la toute première expédition d'Ashley quand il était adolescent et a passé les 20 années suivantes à parcourir un pays grand comme une nation. Il a été parmi les premiers étrangers à se tenir sur les rives du Grand Lac Salé. Il connaissait les cols, les rivières et les tribus mieux que n'importe quelle carte, parce que pendant longtemps, il était tout simplement la carte. Il a construit le fort Bridger sur la piste de l'Oregon, a guidé l'armée pendant les premières guerres indiennes et racontait des histoires si incroyables que des récits inventés par d'autres hommes lui ont été attribués pendant les 100 années suivantes. Et Bridger, l'homme de la montagne sans pareil, est mort en 1881 dans une ferme près de Kansas City, à l'âge de 77 ans. À la fin, il était presque aveugle. Ses articulations étaient ravagées par l'arthrite et les rhumatismes. Il a passé ses dernières années assis parmi ses pommiers, largement oublié par un pays qui avait déjà dépassé la frontière qu'il avait ouverte. Il demandait qu'on lui fasse la lecture parce qu'il n'avait jamais appris à lire lui-même. Il n'y a eu ni ours, ni blizzard, ni dernier combat à la fin. L'homme qui avait vu plus de l'Ouest sauvage que presque n'importe quel être humain vivant est mort de simple vieillesse, entouré d'arbres fruitiers, dans un endroit avec une clôture autour. Kit Carson est le nom qui a voyagé le plus loin de tous. Trappeur, éclaireur, soldat et agent gouvernemental pour les affaires indiennes, il est devenu une légende populaire de son vivant, le héros de romans à 4 sous qu'il ne pouvait même pas lire. Il a guidé des expéditions d'un bout à l'autre du continent et a combattu dans guerre après guerre. Il a aussi mené des campagnes contre les nations autochtones que ses admirateurs ont célébrées à l'époque et que l'histoire a depuis jugé bien plus sévèrement et bien plus honnêtement. Quelle que soit la façon dont vous pesez ce bilan, et il est lourd, ceci est clair concernant sa mort. Au printemps de 1868, au Fort Lyon dans le Colorado, le corps de Kit Carson a tout simplement lâché. Une artère affaiblie dans sa poitrine, un anévrisme, a fini par éclater. Il avait 58 ans. Sa femme Josepha était morte seulement 1 mois avant environ, après la naissance de leur dernier enfant, et selon la plupart des témoignages, la combativité l'avait déjà quitté. Il est mort sur un lit de camp à l'intérieur d'un fort, d'une défaillance au fond de sa propre poitrine qu'aucune quantité d'endurance n'aurait pu piéger, abattre ou distancer. Encore une légende, encore un lead. Le schéma se vérifie même pour ceux qui n'ont jamais vraiment quitté la vie aventureuse. Joe Mike a piégé, combattu et souffert de la faim tout au long des années les plus sauvages,
puis a marché jusqu'en Oregon, est devenu fermier, s'est fait élire et a servi comme maréchal des États-Unis. Il a passé ses dernières années à raconter des histoires, à promouvoir un livre sur ses propres aventures et à être exactement le genre de personnage local bien aimé que chaque ville de la frontière semble produire. Il est mort dans sa ferme près de Hillsborough en 1875, usé par l'âge, les procès et trop de kilomètres difficiles. L'histoire de Jim Beckwourth est plus difficile à cerner, ce qui est approprié, parce qu'il a passé sa vie entière à refuser d'être cerné. Né dans l'esclavage en Virginie, libéré par son propre père, il est devenu l'une des figures les plus remarquables de toute l'époque. Un trappeur, un chef de guerre chez les Crocs, un éleveur, un commerçant, un aubergiste, et le découvreur d'un col à travers la Sierra Nevada que des milliers de colons suivraient plus tard pour entrer en Californie. Quand il est mort en 1866, parmi les Crocs, la cause était presque certainement la maladie. Mais parce que Beckwourth était Beckwourth, une histoire s'est construite autour de sa mort. Il aurait été empoisonné lors d'un festin d'adieu par un peuple qui ne pouvait supporter de le laisser partir. Il n'y a aucune preuve réelle. Ce qu'il y a, en revanche, c'est la vérité honnête que nous ne savons pas entièrement comment Jim Beckwourth est mort, seulement que ce n'était pas sur une ligne de piège et pas par un ours. Jusqu'ici, la nature sauvage ne cesse de perdre. Quand ces hommes meurent, ils meurent de vieillesse, de maladie et du temps, dans des lits, dans des fermes et dans des villes de la frontière. Mais certains d'entre eux sont morts violemment. Et ici, l'histoire prend son virage le plus serré, parce que quand un homme de la montagne a connu une fin violente, ce n'était très souvent pas du tout pendant qu'il était un homme de la montagne. Personne ne le montre mieux que Jedediah Smith. Il était, à sa manière, le plus extraordinaire de tous. Un homme dévot et discret qui lisait sa Bible dans la nature sauvage et a cartographié plus de l'Ouest américain que presque quiconque de son vivant. Il a survécu à la perte dans le désert sans eau. Il a survécu à des attaques qui ont anéanti la plupart des hommes autour de lui. Et plus célèbre encore, il a survécu à un grizzly qui lui a pris toute la tête dans sa gueule et lui a décollé le cuir chevelu et une oreille à moitié du crâne. Saignant et étrangement calme, Smith a donné l'instruction à l'un de ses propres hommes de recoudre son cuir chevelu et son oreille avec une aiguille et du fil, et puis il a simplement repris la route. En 1831, Jedediah Smith en avait assez des montagnes. Il avait 32 ans et était prêt à se poser. Alors il a choisi ce qu'il croyait honnêtement être le travail le plus sûr. Il mènerait des caravanes de marchands sur la piste de Santa Fe, transportant des marchandises à travers les plaines du Sud. C'était censé être l'option raisonnable, le plan de retraite. Sur cette piste, dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest du Kansas, sa caravane est tombée à court d'eau et Smith est parti en avant seul pour en trouver. Il a trouvé un point d'eau. Il a aussi trouvé un groupe de chasseurs Comanche. Il y a eu un bref affrontement sans espoir à côté de l'eau, et Jedediah Smith a été tué là, sur le sol, à 32 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. Ces hommes n'ont appris son sort que des semaines plus tard, quand ses affaires sont apparues en vente sur un marché de Santa Fe. L'homme qui avait laissé un grizzly lui mâcher le crâne et s'en était calmement éloigné a été tué après avoir quitté la vie dangereuse pour la vie sûre. Il n'y a pas de morale nette dans tout cela, seulement quelque chose d'étrange et d'un peu plus triste. Et il y a un dernier tueur, le plus silencieux et de loin le plus grand, et c'est celui que la légende peut le moins se permettre d'admettre, parce que la chose qui a fait le plus de dégâts dans l'Ouest n'a jamais été les montagnes. C'était le Contact. En 1837, un bateau à vapeur appelé le St. Peters a remonté le Missouri, transportant des marchandises vers les postes de traite du cours supérieur. Il transportait aussi la variole. Ce qui a suivi a été l'une des pires épidémies de toute l'histoire du continent. La maladie s'est propagée à travers les postes de traite, puis s'est déversée sur les plaines, et elle est tombée sur les nations autochtones avec une cruauté qu'il est presque impossible de décrire. Des peuples entiers ont été décimés en une seule saison. Les Mondans, qui avaient accueilli commerçants et explorateurs dans leur village pendant des décennies, ont été presque rayés de la surface de la terre. Les estimations du nombre de morts se chiffrent en dizaines de milliers.
Le commerce des fourrures n'a pas seulement retiré le castor de l'Ouest, il a apporté la mort sur un bateau, sous une forme qu'aucun fusil de la frontière ne pouvait arrêter. Et les trappeurs eux-mêmes n'ont pas été épargnés par cet ennemi plus silencieux. Le choléra se déplaçait le long des pistes de chariots. La consomption, la maladie que nous appelons aujourd'hui tuberculose, a emporté William Soblet, l'un des vrais grands noms du commerce, tandis qu'il voyageait vers l'Est dans l'espoir que le voyage lui-même puisse d'une façon ou d'une autre le guérir. Cela n'a pas marché. Ces hommes avaient passé toute leur jeunesse à survivre aux grizzlies, aux blizzards et aux embuscades, et puis un grand nombre d'entre eux, ainsi qu'un nombre bien plus grand de ceux dont ils avaient foulé la patrie, ont été tués par des microbes qui étaient venus vers l'Ouest avec le commerce même dont ils faisaient partie. C'est le fait le moins romantique de toute l'histoire, et c'est très probablement le plus important. Alors, que reste-t-il de l'image avec laquelle nous avons commencé? L'homme seul dans la neige, l'ours, la rivière gelée, la mort que personne ne retrouverait jamais. Ce n'est pas que rien de tout cela n'est jamais arrivé. Hugh Glass a vraiment rencontré cet ours sur la rivière Grande. Jedediah Smith est vraiment mort à côté d'un point d'eau sans personne pour l'enterrer. Le pays était vraiment assez dur pour vous tuer d'une douzaine de façons différentes. Mais quand vous alignez toutes les morts côte à côte, la forme qui s'en dégage est presque l'exact opposé de la légende. Ces hommes ont survécu au danger, pour la plupart. Ils ont survécu au commerce lui-même, et puis ils sont morts comme la plupart des gens de leur siècle mouraient, de maladie, de vieillesse et de la lente arithmétique du corps, dans des fermes, des forts et des petites villes poussiéreuses de la frontière, souvent pauvres, souvent à moitié oubliés, très loin dans le temps comme dans l'espace des sommets qui avaient fait leur nom. C'est peu, être exactement pour cela que nous insistons pour raconter l'histoire autrement. Il est bien plus facile d'imaginer un homme avalé tout entier par la nature sauvage que de le voir perdre la vue parmi ses pommiers ou tousser sa vie en remontant vers l'est sur un bateau à vapeur ou se tenir derrière un comptoir à vendre de la mercerie dans un magasin de Denver. Le romantisme n'a jamais vraiment été dans la façon dont ces hommes sont morts. Il était dans la façon dont ils ont vécu. Pendant ces quelques années intenses où une petite poignée de gens ont vu un pays que personne de leur connaissance n'avait jamais vu et sont revenus porteurs d'histoires assez grandes pour leur survivre de 200 ans. La nature sauvage, en fin de compte, a rarement été ce qui a tué les hommes de la montagne. Bien plus souvent, elle a été la seule chose qui les ait jamais fait se sentir vraiment vivants, et quand tout a été fini, ils ont dû rentrer chez eux et vieillir comme tout le monde. Laquelle de ces deux fins est la plus triste? Je vous laisse y réfléchir.